Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes. Et parfois aussi les mauvaises. Attention en l'utilisant. Ça y est, c'est le retour des One Week One Movie, même si ce titre n'a plus vraiment de sens depuis ce début d'année. J'espère que vous allez bien. Ça fait effectivement longtemps que je n'ai pas sorti un One Week One Movie parce que la situation, le boulot, le Covid, le confinement et au final peu de films en salle. J'attendais, on va dire, un film un peu intéressant à analyser et du moins à vous faire part de mon avis s'il peut être intéressant. J'espère qu'en tout cas vous ça va bien malgré ce début d'année plutôt chaotique. Voilà, je suis allé voir Tenet. Avant de commencer la critique, bienvenue dans ce nouveau décor entre guillemets pour les One Week One Movie qui est ni plus ni moins que mon décor de stream. J'ai maintenant un bureau, j'ai maintenant un PC, j'ai tout ce qu'il faut pour faire du contenu à défaut d'être qualitatif, au moins de qualité visuelle et sonore moins dégueu qu'avant. Il n'y a plus ce décor derrière moi malheureusement, mais je vous mettrai l'image, je sais pas où, de comment était le setup avant pour les enregistrements des One Week One Movie. C'était la galère. Avant, une fois de plus, d'attaquer, je souhaitais vous remercier d'être toujours présent, même si cette chaîne YouTube est en dents de scie, entre des fois beaucoup de choses, des fois beaucoup moins, des VOD de jeux vidéo, puis au final j'en mets plus. Bref, il y en a qui sont toujours là et je les remercie. Je vais faire le laïus du youtubeur qui est, voilà, si vous voulez faire connaître, si vous aimez ce que je vous propose, le petit pouce bleu, l'abonnement, la petite cloche pour vous avertir des prochaines vidéos. Je vous embête pas beaucoup, il y en a quand même pas tous les jours. Et surtout le partage, hein, c'est ce qui fonctionne le plus. On l'a vu sur la dernière vidéo sur The Last of Us Part 2. C'est la meilleure vidéo en termes de vues et en termes de démarrage de la chaîne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plus de partage que sur les autres. Ça prouve bien que si vous voulez que... Si au final je veux que ça fonctionne, ça ne suffit pas. Il faut aussi que vous le vouliez et je vous en remercie. Et donc pour ce retour des One Week One Movie, avant encore une fois d'attaquer, juste petit bilan sur comment ça va être pour la suite de ces émissions et la suite du contenu que vous allez pouvoir trouver sur cette chaîne. Les One Week One Movie malheureusement ne seront plus une fois par semaine, tout simplement parce que j'ai pas le temps et donc si je veux pouvoir faire tout ce que je veux et je veux faire beaucoup de choses et c'est peut-être ça le problème aussi, je peux pas proposer un One Week One Movie par semaine, c'est impossible. Donc je sélectionnerai tout simplement les films. Après il y en a pas beaucoup en ce moment, mais voilà, je sélectionnerai les films dont j'ai envie de parler. Ça dépendra surtout de l'envie. Mais voilà, je ne me fixerai plus de calendrier d'un film par semaine. C'était déjà moins le cas fin 2019, alors que le chat est présent, toujours présent. Voilà, c'était déjà le cas fin d'année dernière, mais là ce sera encore plus le cas. Voilà, entre le stream, ce que je veux faire sur YouTube, Naughty Dog Mag, bref, tout ce que je fais et le boulot supplémentaire, qui est quand même le plus important par rapport au reste, c'est ce qui me fait bouffer. Bref. Voilà, ce sera moins, je garderai peut-être ce titre de One Week One Movie, peut-être pas, ça s'appellera peut-être juste critique, on verra, tout ceci n'est que du détail, mais voilà, juste pour vous informer que ce sera moins régulier qu'avant. Et donc, après cette introduction beaucoup trop longue, on va enfin parler de ce nouveau film de Christopher Nolan. Avant de vous parler du film en lui-même, je vais vous faire un petit bilan sur ma relation avec le cinéma de Nolan. J'ai découvert Nolan avec Memento à l'époque, qui était une expérience, un mot qui va revenir assez régulièrement, une expérience, des personnages un peu spéciaux, un montage un peu spécial et ce jeu avec le temps qui continuera de le suivre quasiment sur toute sa filmographie, hormis les Batman. Et encore, même si on est sur du montage plutôt linéaire, le temps est toujours quelque chose d'important dans le cinéma de Nolan. Et donc ensuite voilà, la trilogie des Batman avec Begins, ouais c'est une bonne origin story mais on va voir ce que ça donne par la suite. The Dark Knight, meilleur film de super-héros ever, malgré tout ce qu'a pu proposer Marvel dernièrement, que j'adore au demeurant.
The Dark Knight, bien sûr, est au-dessus. Grâce à qui? Grâce au Joker. Les rageux, ragés, tout simplement. Et le troisième, The Dark Knight Rises, qui est pour moi, pas au niveau de The Dark Knight, mais qui au final, après plusieurs visionnages, n'en est pas loin, même s'il n'est pas celui qu'il aurait dû être. Il est pas loin d'être un film de très très bonne qualité, malgré effectivement ce qui a pu se passer avec Marion. Marion, on ne t'en veut pas, on sait que c'est pas de ta faute. Tu as fait ce que tu as pu. Pour la suite, alors entre chaque Batman, un Nolan différent, Inception en premier, Inception, chef-d'œuvre, Inception tout simplement. Il faut pas se leurrer, on sort de, enfin je me souviens d'être sorti d'Inception, la bouche comme ça, en me demandant ce que je venais de voir. Que c'était tout simplement du génie et que je voulais du cinéma comme ça tout le temps. Donne-moi plus, Christopher, pardon, donne-moi plus, dès comme ça. Le Prestige, bien sûr que j'ai oublié, le Prestige, qui a un super bon film, une fois de plus, avec ce montage en différé qui fonctionne, tout simplement ça fonctionne, et une histoire qui est passionnante sur la magie et sur ce qu'est le cinéma, mine de rien. Tout ceci nous parle de cinéma à travers ce monde de magiciens. Et voilà, Christian Bale au top, un Hugh Jackman toujours très bon. Voilà, un super film, j'ai beaucoup adoré. Il n'est pas dans les chefs-d'œuvre de Nolan, mais il se positionne très très bien. Et ensuite arrivera ce qui est pour moi la masterpiece de Christopher Nolan, le film qui m'a le plus bouleversé, celui qui m'a le plus retourné, celui qui m'a fait le plus réfléchir, Interstellar. Il n'y a absolument rien acheté, il prend le temps au début de bien poser son univers, il nous emmène où il veut, tout fonctionne, rien acheté, la musique, voilà. Tout est bon dans Interstellar, mangez du Interstellar, c'est très très bon. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement, c'est voilà, la masterpiece, le chef-d'œuvre de Nolan, à mon avis, bien entendu. Et ensuite, je ne sais pas ce qui lui a pris, il a fait Dunkerque. Dunkerque, visuellement magnifique, montage que j'ai pour le coup pas bien saisi, dont j'ai pas bien saisi l'intérêt, et histoire romancée, etc., mais surtout personnage dont on se fout. Et là j'ai commencé à perdre Christopher. Là j'ai dit Christopher, qu'est-ce que tu fais? Tu nous as fait des films avec des personnages charismatiques, avec des personnages avec un vrai fond. Là ce sont des personnages dont on ne se souvient même pas le nom et dont on s'intéresse peu au final de l'avenir. Est-ce qu'il meurt ou pas? On s'en fout. Donc pourquoi tu as fait ça, Christopher? Je t'en veux pour ça. Dunkerque étant son film en termes de temps le plus court, que j'ai personnellement trouvé le plus long. C'est vous dire ce que je me suis fait. Mais comme un Nolan, ça s'attend et ça se fait patienter et on peut commencer à réfléchir bien avant, etc. On dirait presque un jeu Kojima, j'ai envie de dire. Et alors que je restais sur cette image de Dunkerque en étant tout à fait chafouin par rapport à Christopher Nolan, il est revenu avec Tenet, qui ressemblait un petit peu à Inception dans ses bandes annonces, qui proposait un peu la même lumière, un peu les mêmes environnements de ville, etc. Un concept un peu particulier, on voit que ça joue encore une fois de plus avec le temps. Je me suis laissé emporter en me disant, pourquoi pas Christopher, tu as peut-être fauté avec Dunkerque, même s'il y en a qui ont aimé et je ne leur en veux pas du tout, mais on va essayer de te redonner une seconde chance et voir ce que tu peux nous proposer de neuf et d'intéressant. Et donc, après cette deuxième introduction, encore une fois beaucoup trop longue pour une vidéo de critique sur Tenet, nous allons parler enfin de Tenet. Tenet, qu'est-ce que c'est? C'est donc un film de Christopher Nolan qui est sorti il y a maintenant une semaine, un peu plus d'une semaine au moment où sort cette vidéo, qui nous parle d'un personnage dont on ne connaît pas vraiment le nom, agent CIA qui s'infiltre à Kiev, à l'opéra, pour récupérer un objet, ou du moins au début on croit exfiltrer une personnalité, on va dire, on ne sait pas trop qui c'est non plus. Et lors de cette mission à Kiev, dans l'opéra, on se rend compte que déjà il y a des objets qui ne suivent pas vraiment la même ligne du temps que le reste du monde, et on commence à se poser des questions dès le début. La mission, qui a l'air de plutôt bien se passer, au final se passe mal, le personnage se fait attraper par des méchants russes, se fait casser les dents, et afin de s'en sortir, se suicide à l'aide d'une pilule de cyanure, qui normalement est censée tuer, et au final pas du tout. Tout ceci n'était qu'un test, voilà, on pète les dents des gens pour les tester, bienvenue aux États-Unis et à la CIA, pour le faire intégrer à un projet qui s'appelle Tenet.
où il va découvrir qu'effectivement, le chat toujours, effectivement, il y a des objets qui existent qui ne sont pas régis par la même ligne du temps que nous. Au lieu d'aller vers l'avant, ils vont vers l'arrière. Ce qui fait qu'ils tirent des balles, mais au final, ils les tirent pas. Elles sortent du mur, elles rentrent dans le pistolet, on le voit dans la bande-annonce, et elles retournent dans le chargeur. Bref, déjà c'est un peu complexe. Et voilà, tout le but va être pour ce personnage d'empêcher ce qui s'annonce comme être la Troisième Guerre mondiale, qui ne sera pas nucléaire, mais temporelle. Il va chercher les personnes qui sont responsables de ce problème temporel avec ces objets. Je ne vous en dis pas plus, ce serait ensuite du spoil. L'heure est maintenant venue de vous donner mon avis sur Tenet, que je développerai un peu plus bien sûr, mais on va parler de mon avis général. J'ai un gros problème avec Tenet. Je n'arrive pas, même une semaine après, à savoir dire si j'ai aimé ou pas. Il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que je n'ai pas comprises et il y a des choses que je n'ai pas aimées. Je vais revenir dans le détail. Je pense qu'il y aura droit à un nouveau visionnage, pas forcément en salle, mais il y aura au moins le droit à un nouveau visionnage. Je pense même pas en salle, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais là, je suis perplexe. Une semaine après, je suis encore perplexe sur ce que je viens de voir. Et j'ai l'impression que Nolan en a plus rien à foutre de perdre les gens. Il a fait ce qu'il voulait, il a fait des films de commande, la trilogie Batman, même si il y a mis sa patte, ça reste des films de commande. Il a fait ses films, Inception, Interstellar, où ça avait l'air d'être vraiment des films personnels, mais effectivement, au plus ça allait, plus il partait dans des théories un peu plus complexes, etc. Le chat est toujours présent. Et là, depuis Dunkerque, où il a... Moi, personnellement, Dunkerque, il m'a perdu avec ses non-personnages, ces personnages fonctions qui servent pas à grand-chose, mis à part à des gens qu'on suit pour pouvoir avancer dans ce qu'on pourrait appeler une histoire. Et là, j'ai l'impression qu'il en a vraiment plus rien à foutre de perdre des gens. C'est-à-dire qu'il a acquis son public au fur et à mesure, il a acquis le grand public au fur et à mesure de ses films, et maintenant, il en laisse un peu derrière lui, et ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Et moi, personnellement, par contre, ça me dérange. Rentrons un petit peu dans le détail. Déjà pour l'histoire. Alors, je vais pas vous spoiler, il n'y a aucun intérêt à vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est faites abstraction de tout ce qui pourrait être du détail technique de comment fonctionne ce système d'objets qui reviennent dans le temps, etc. Au final, c'est hyper complexe. Je pense que c'est volontairement mal expliqué. Pour perdre les gens, et au final derrière il n'y a pas forcément d'intérêt à comprendre comment ça fonctionne. Il y a effectivement des moments où on aurait besoin dans certains films, genre Interstellar par exemple, on a besoin de comprendre un peu comment tout ça fonctionne et pour pouvoir continuer à suivre ces personnages. Là dans Tenet, c'est pas le but. En tout cas, il veut pas que vous compreniez de toute façon, sinon il l'aurait fait mieux que ça. Lui, son but, c'est de vous proposer une sorte d'expérience cinématographique, parce que c'est une expérience qui ne peut être quasiment que cinématographique, à l'aide de montage, à l'aide de retour dans le temps, à l'aide d'avancées dans le temps, etc. Tout qui se mélange. Bref, lui, voilà, c'est ça qu'il a essayé de faire. C'est une expérience technique, une expérience effectivement cinématographique, parce qu'à voir, ça reste impressionnant. Mais après, tout ce qui est les détails de l'histoire, c'est vraiment une sous-couche de sous-couche. C'est-à-dire qu'il s'est dit à un moment donné, je ne peux pas faire juste une démo technique, il faut que je mette une petite histoire par-dessus, mais qui n'a pas grand intérêt au final, parce qu'on ne s'intéresse pas une fois de plus aux personnages, ou du moins pas à la majorité. Il y a plusieurs personnages majeurs dans ce film, qui sont le personnage principal, son sidekick qui l'accompagne, donc personnage comme je le disais qui n'a pas de nom, hein. Son sidekick Neil qui l'accompagne, qui est joué par Robert Pattinson, Elizabeth Debicki qui est la femme du méchant, on va dire, qui est le personnage selon moi le plus intéressant de ce film, parce que c'est le personnage qui a le plus de fond et qui a le plus de motivation, et le méchant qui est joué par Kenneth Branagh, qui joue une fois de plus un russe alors qu'il est anglais. Bref, et qui joue un méchant qui est méchant, voilà, tout simplement, et qui veut détruire le monde. On a vu plus profond en termes de méchant. Dans le personnage le plus intéressant, c'est celui d'Elizabeth Debicki, qui joue sa femme, qui effectivement est celle qui a le plus de motivation à avancer dans cette histoire et à faire les actions qu'elle fait. Le reste des personnages, c'est des personnages fonctions. C'est vraiment
Le personnage principal joué par John David Washington est vraiment un avatar en fait du spectateur qui est là pour suivre l'histoire, parce qu'il est plus suiveur qu'autre chose sur ce film. Il met pas vraiment d'action en place, il va où on lui dit d'aller, il fait ce qu'on lui dit de faire, voilà, ni plus ni moins. Le personnage de Robert Pattinson, voilà, il est là, il le fait bien, mais il n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mis à part être le sidekick qui accompagne notre personnage principal et qui le guide, on va dire, vers là où il doit aller. Et le méchant qui est un méchant, voilà, c'est juste un méchant qui veut détruire le monde parce qu'il est méchant, tout simplement. Et c'est dommage de faire des personnages aussi vides et aussi fonctions quand on a fait les personnages d'Inception, quand on a fait les personnages d'Interstellar. Enfin, moi je comprends pas, et je sais pas, depuis Dunkerque, je ne comprends pas les personnages de Nolan, et je sens qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Enfin, comme je le disais au début, il en a plus rien à faire de perdre des gens. Donc il va faire ses films, concept, expériences. Il va mettre des petites histoires par-dessus parce que c'est du cinéma, il faut mettre des petites histoires. Mais le reste, il n'en a plus rien à faire et je trouve ça bien dommage. Moi, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est ça. C'est les personnages, c'est les histoires. La technique, c'est très sympa. Mais ça en fait pas... moi, ça m'emporte pas en tout cas. Je comprends qu'il y a des gens que ça peut intéresser, mais moi, ça ne m'emporte pas la technique. C'est pas ça qui va me faire pleurer comme j'ai pu pleurer à Interstellar. Et donc, vu que c'est moi ce qui m'intéresse, l'histoire et les personnages, une fois qu'on n'a pas enlevé ça de Tenet, qu'est-ce qui reste? Une réal. Alors, une réal, effectivement, qui essaye beaucoup de choses, qui joue avec le temps. On se demande comment ça fonctionne tout ça. Le making-of sera sûrement très intéressant à regarder. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, ça va en avant, ça va en arrière, ça va dans les deux sens en même temps, on comprend pas trop comment ça a pu être mis en place, mais ça fonctionne à l'image. Plusieurs fois, bizarrement, ça fonctionne, mais c'est le fait d'aller dans un sens et dans l'autre en même temps, je pense, mais ça fonctionne. Voilà, on peut pas dire que ça fonctionne pas. Par contre, l'image, elle est hyper froide, comme beaucoup chez Nolan. Il y a peu de couleurs, il y a peu de couleurs chaudes, c'est beaucoup de bleu, de gris, de terne, voilà, il y a pas d'endroit où on sent qu'on a froid dans ce film. Voilà, on a froid dans ce film, et sinon c'est c'est assez clinique. Et je vais en arriver à peut-être un des points les pires que je peux trouver à ce film, qui est son montage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la première demi-heure de film, j'étais comme ça sur mon siège, à éviter de cligner des yeux, parce que j'avais peur de rater une scène qui pourrait potentiellement être importante pour comprendre comment tout cela fonctionne, parce que ça va à une vitesse. J'ai eu l'impression, pour ceux qui ont vu Star Wars 9, d'être au début de Star Wars 9. Le début de Star Wars 9, ça va à une vitesse monstrueuse, parce que J.J. Abrams a dû rattraper, entre guillemets, le retard et refoutre des enjeux dans cette trilogie qui n'en avait plus beaucoup. Donc en une demi-heure, il a dû remettre beaucoup d'enjeux, remettre un petit peu d'intérêt, tout ça, pour qu'ensuite l'histoire se développe et qu'on puisse arriver à la conclusion. Nolan fait pareil, sauf que... Mais on n'est pas pressé, Christopher. Pourquoi? Il n'y a rien eu avant, il n'y a rien après. Prends ton temps, explique-nous les choses. Si tu as envie de les expliquer, si tu n'as pas envie, c'est pas la peine, mais juste fais des plans un peu longs, fais des séquences un peu longues. Les séquences, elles font... Alors, il y a la première séquence de l'Opéra de Kiev qui, effectivement, elle est un peu longue, mais après, on le retrouve, le personnage principal dans un bateau, paf, ça nous parle de Tenet, ensuite il va dans une éolienne, il y a des éoliennes dans l'eau, du coup, apparemment il y a ce qu'il faut pour dormir à l'intérieur. Il est là, on ne sait pas trop ce qu'il fout là, il fait des tractions à l'échelle. Ensuite, il y a un autre bateau qui vient le chercher, il s'en va, il rentre dans une voiture, il arrive dans un immeuble. On ne comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe, ça se déroule devant nos yeux, on reste fixé à l'écran pour se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de regarder. Il y a, voilà, et il arrive, il y a la scientifique qui lui explique un peu les choses, on ne comprend rien à ce qu'elle lui explique parce que c'est incompréhensible, parce qu'au final, ça n'est pas possible que le temps revienne en arrière. Bref, et ça on s'en fout, c'est du cinéma. Mais essaye de nous le faire comprendre d'une façon qui soit un peu claire. Et en plus, ça va à une vitesse monstrueuse. C'est impressionnant jusqu'à l'arrivée du personnage d'Elizabeth Debicki, où là, d'un coup, le film, il met le frein à main et il s'arrête. Enfin, il s'arrête pas, mais il était en 6e pendant une demi-heure, et là, il passe en vitesse de croisière en 3e, et là, tout de suite, on respire. On pose les choses, on essaye de poser un tant soit peu d'histoire, on essaye de présenter quelques personnages qui pourraient être intéressants pour la suite, et on essaye de donner un peu d'enjeu à tout ça. Mais il faut une demi-heure pour que ça arrive. La première demi-heure, c'est
à fond la caisse, et c'est fatigant, c'est extrêmement fatigant. Cette première demi-heure, moi, m'a complètement vidé. Le film dure normalement à peu près 2 heures, et en fait, cette première demi-heure m'a vidé de 80% de mes capacités d'attention. Donc après, c'était compliqué de rester accroché parce que, au secours, ça va beaucoup trop vite. Donc moi, ça m'a usé. Je comprends pas ce choix de vouloir aller extrêmement vite au début, sinon il va falloir nous faire commencer au milieu du film en fait. Et pas forcément essayer de nous expliquer. Fais-nous commencer au milieu du film, et puis on suit, et puis on verra. J'ai quasiment envie de revoir ce film, mais avec une version longue, avec quelque chose qui nous permette de pouvoir poser les choses, notamment au début, quand au début il faut poser les choses et exposer ton univers, exposer ton histoire, exposer tes personnages, exposer tes règles de film, au lieu de faire ça à fond la caisse. Enfin, c'est au secours. Donc voilà, une histoire, bof, empêcher une troisième guerre mondiale avec un méchant parce qu'il y a un méchant qui est méchant. Des personnages fonction, voilà, il n'y a pas d'autre mot que c'est des personnages fonction. Un personnage principal qui est l'avatar, un sidekick qui l'accompagne, et un personnage féminin qui pour le coup est plus intéressant que les autres. Ça en fait pas un personnage exceptionnel, hein. C'est juste qu'il est un peu plus intéressant que les autres. En soi, tous les personnages sont un peu fonction. Une réal, voilà, Nolan, il sait réaliser, ça on peut pas lui enlever, ça fonctionne. Qu'est-ce qui reste derrière? Il reste la musique, qui est là, pour une fois chez Nolan, qui n'est pas faite par notre ami Hans Zimmer. Musique, donc pas de Hans Zimmer pour le coup, musique qui est de Ludwig Göransson, sûrement un de nos amis du Grand Nord, qui pour le coup, il a fait plusieurs films, il a fait dernièrement, il a fait les 2 Creed, il a fait Venom, il a fait Black Panther. Donc des bandes son qui fonctionnent mais sans être forcément très mémorables. Peut-être Black Panther un peu plus, parce qu'il s'est bien imprégné de l'ambiance Afrique noire. Et donc là, je pense que quand Nolan lui a demandé de remplacer Hans, parce que Hans, je crois qu'en termes de calendrier, c'était pas possible, je pense que Christopher a dit à Ludwig, j'ai pas pu avoir Hans, est-ce que tu peux faire du Hans s'il te plaît? Sauf que tout le monde n'est pas Hans Zimmer, et on sent qu'il a juste essayé de copier, sans avoir peut-être l'envie ni le talent. Je dis pas qu'il a pas de talent, mais ça sent c'est les gimmicks de Hans Zimmer en boucle. C'est les pouah, pouah. Sauf qu'au lieu de le mettre une fois comme Hans Zimmer, lui il en enchaîne 4 d'affilée. Donc c'est pareil, la musique est fatigante et le son dans ce film, moi il m'a fatigué. Je suis ressorti avec des acouphènes, je sais pas si c'est le mixage ou si c'est un problème de ma salle de cinéma, mais j'avais les oreilles, pas qui saignaient littéralement, mais qui en étaient pas loin, tellement à des moments dans le film, le son est mal géré. C'est impressionnant, parce que pendant que les personnages parlent, j'avais pas l'impression qu'ils étaient hyper forts. Donc c'est vraiment un problème de, je pense, mixage de son, qui pendant les scènes où il y a énormément de bruit, où on a vu dans la bande-annonce, il y a un avion, etc. Au secours, j'ai mal au crâne, acouphène le lendemain, une catastrophe. Pourquoi vous avez fait ça? Et en plus, la musique derrière, eh bien, je ne me la mettrai pas sur Spotify en favori parce que c'est l'ennui total. C'est les pires gimmicks de Hans Zimmer, mis en boucle avec une tentative vaine d'essayer de reproduire le maître, même si Hans Zimmer, attention, hein, il fait aussi des choses qui sont pas dingues. Il en fait des très très bonnes, attention aussi, mais voilà, et là il reprend au final les gimmicks de Hans Zimmer sans avoir peut-être le petit supplément qui fait que Hans Zimmer, il y a quand même des moments où ça fonctionne, pas sur toutes les pistes, mais au moins il y a des moments où la musique se pose et elle emmène le film avec elle et il se passe quelque chose. Là, rien du tout, à aucun moment. Même pour la grande scène finale où il se passe énormément de choses, où pareil il faut s'accrocher parce qu'effectivement il se passe énormément de choses, la musique on l'entend pas ou peu parce qu'au final il y a énormément de sons autour, intégrés au film, diégétique comme on dit, et qui, moi au bout d'un moment, ma voisine pendant le film était comme ça. Elle en pouvait plus, elle était au bord de l'anévrisme. Donc je n'ai pas compris ce mixage son, je n'ai pas compris ce montage d'une demi-heure au départ qui va beaucoup trop vite, je n'ai pas compris ce non-intérêt pour les personnages de son film. J'ai pas compris, Christopher, et ça fait 2 films. Alors, Dunkerque, j'avais compris, et j'ai pas aimé.
Là, j'ai pas compris. Et ça me fait de la peine parce que Nolan était de ces réalisateurs dont j'attendais les films comme jamais je peux attendre un film de réalisateur. Enfin, ils sont très peu dans ce cas-là. Enfin, moi, le prochain maintenant, ça va être Kaamelott, coucou, pour ceux qui ont reconnu. Et voilà, il y a peu de films dans l'année que j'attends comme un fou. Il y a des films que j'ai envie de voir. Le prochain James Bond, j'ai envie de le voir, mais je l'attends pas comme le film de l'année. Ça va être un James Bond. De toute façon, James Bond, c'est 1 sur 2. Donc normalement, le prochain devrait être bon. Voilà, vous aurez compris ce que je pense du dernier James Bond. Et voilà, et je trouve dommage que depuis Dunkerque, la Tenet, il avait réussi à m'appâter un petit peu avec ce principe de réal, pardon, et avec ce principe du temps qui ne va pas dans le même sens, mais pourtant ça se passe bien devant tes yeux, etc. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Moi, je vais dans un sens et il y a des trucs qui vont dans l'autre sens, et du coup, ça se croise. Et ça fait des trucs très sympas, mais au final, j'ai pas compris. Je le reverrai parce que je pense qu'il faut. Enfin, on dit toujours ça pour un film de Nolan que ça en devient fatigant, mais il faut un deuxième visionnage pour tout comprendre. Je pense que même avec un deuxième visionnage, je ne pourrais pas tout comprendre parce que volontairement, je veux pas qu'on comprenne tout. Et du coup, arrête d'essayer de nous l'expliquer si tu veux pas qu'on comprenne. Commence au milieu de ton film. Si vraiment tu t'en fous, commence au milieu de ton film. C'est soit on reste, soit on part. Mais essaye pas de nous expliquer pendant une demi-heure des trucs qui sont incompréhensibles pour au final nous laisser comme ça avec un mal de crâne pas possible et une envie de envie que ça s'arrête en fait tout simplement. Entre ça et le mixage son, moi j'avais qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Donc voilà mon avis sur Tenet. Vous l'avez compris, c'est mitigé, je vous avais prévenu dès le départ. J'ai fait une introduction beaucoup trop longue, donc je vais faire une conclusion assez courte. Merci d'avoir suivi une fois de plus ce One Week, One Movie. Comme je le disais, je ne sais pas quand arrivera le prochain, je ne sais même pas s'il s'appellera comme ça. Voilà, je vous le redis, abonnez-vous, cliquez la cloche, etc. Mais surtout, partagez si vous voulez faire connaître ce contenu autour de vous, même si dans l'absolu, vous n'êtes pas trop intéressé par ce que je fais. Peut-être que dans votre entourage, certains le seront. Donc ce serait dommage qu'ils passent à côté de tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, twitch.tv/nathangouzien, je stream régulièrement, ça dépend de l'envie pareil, ça dépend de la fatigue, etc. Mais j'essaye de streamer régulièrement. Voilà, je vous dis à très bientôt, et une fois de plus, je vous fais des bisous. Ciao! Melissa frappé. Stroke, mais là, vous oubliez. Hier de Duval, maar